Et la parole à la salle. Les étudiants d'abord. Je vous en prie, tout en haut, parce que comme les étudiants, vous mettez toujours de plus en plus haut, c'est de plus en plus dur pour passer le micro. Les professeurs, les universitaires, vous parlerez après. Bonsoir, Yoann Legueux-Cresquer, étudiant à Paris 1. Moi, je voulais revenir sur ce qu'avait dit Monsieur le secrétaire général sur le fait que l'Europe, c'est un ensemble de valeurs. Et je suis assez d'accord, mais parfois, je trouve qu'on manque de pragmatisme. Je suis ici comme professeur. Pardon? Oui, je suis ici comme professeur. Ah, excusez-moi, alors, bon, le professeur. Et je me disais que parfois... Ça me laisse plus libre. D'accord. Et je me disais qu'on manquait un peu de pragmatisme, notamment dans la crise ukrainienne, où on voit qu'on est dans l'impasse depuis 2014. Et j'ai l'impression qu'on fait vraiment concrètement... il n'y a pas de réelle volonté d'en sortir. Et voilà, je me demandais s'il fallait être un peu plus pragmatique. Merci. Merci. D'autres questions? On va prendre une série de 3. Monsieur, là, juste ici, je vous en prie. Levez-vous, on vous verra. Le micro arrivera plus vite. Je regarde s'il y a d'autres bras qui se lèvent. En attendant... Bonsoir. Tout d'abord, merci pour cette intervention, Monsieur Stéphane Fouleux. J'avais une question sur la révision de la politique européenne de voisinage, donc de 2015, et sur l'accession au pouvoir de ce qu'on pourrait appeler oligarques en Ukraine ou bien en Géorgie. Pensez-vous qu'il est possible d'accéder à la stabilité dans cette région en privilégiant les relations avec des oligarques au détriment de nos valeurs démocratiques? Merci. Merci. Une autre question? Bon, je vous laisse la parole, Stéphane Fouleux, puis ensuite Yves pourra aussi répondre à ce qui a été dit à ces deux questions. Bon, pour la dernière question, je vais répondre non, clairement non, nous ne pouvons pas le faire. Il y a un an, je me suis déjà rendu en Ukraine et j'ai dit clairement que le temps était venu pour que les oligarques choisissent leur trajectoire. Soit ils s'intègrent dans l'activité économique du pays ou ils choisissent la voie politique et ils choisissent de faire carrière dans la politique. Mais ils ne peuvent pas continuer de combiner ces deux casquettes économiques et politiques et de laisser le champ libre à la corruption. La réponse à votre question est non, ça n'est pas possible et il ne faudrait pas le faire d'ailleurs. Pour la première question, il faudrait être plus pragmatique. Oui, mais qu'est-ce que cela signifie? Nous sommes tous d'accord. Et là, je veux dire, vraiment tous, nous sommes tous d'accord pour mettre en œuvre l'accord de Minsk. L'accord de Minsk, comme vous le savez, le problème avec cela est qu'il y a un aspect sécuritaire et un aspect politique. Et il y avait différentes interprétations. Les Ukrainiens préféraient voir la situation sécuritaire s'améliorer d'abord et l'autre côté souhaiterait voir le fond politique s'améliorer. Norman Deformes, et je n'ai parlé avec le directeur politique, m'a dit qu'on y travaille d'arrache-pied, mais on n'est pas encore en mesure d'aider les pays à établir une feuille de route qui permettrait d'établir clairement le séquencement de ces tâches. Mais on est confiant, une fois qu'on aura cette feuille de route, elle sera appliquée. Entre-temps, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir pour séparer les forces et pour mettre fin à la souffrance des civils. Il y a eu 10 000 morts et actuellement, les appareils de filtration de l'eau, les générateurs électriques sont détruits et les observateurs de l'OSCE n'ont pas le droit d'aller observer qui tire sur qui. Ça, il faut que ça s'arrête. Et la troisième chose qui est nécessaire, on a dit que les accords de Minsk sont un premier pas. Mais là, un défi pour tout le monde. C'est quoi la deuxième étape? Si l'on dit que c'est la première étape, alors quoi? Peut-être qu'il ne faudrait pas d'ores et déjà parler de la deuxième étape? Si on vous invitait à aller de l'avant, est-ce que vous voudriez voir ce qui vous attend? Bien sûr. Ce que j'essaye de dire là,
c'est qu'il faut le courage de trouver une idée plus grande pour ramener et restaurer l'architecture sécuritaire en Europe. Quelque chose qui intéressera les Russes et qui leur donnera envie d'en faire partie. Merci, professeur. Je vais répondre à quelques éléments, quelques questions. Juste sur la question des valeurs. On est tous d'accord que ce qui doit nous animer, au sens public, ce sont des valeurs. Mais le problème, c'est que sont ces valeurs? Est-ce que ce ne sont pas, pour certaines d'entre elles, des normes? En quel cas, ce n'est plus des valeurs. Parce que la norme, elle est contingente. Et il y a certains analystes, sciences politiciens, qui disent, puisque ça devient des normes, eh bien on va aller vers une démocratie totalitaire. Ça existe, ce débat. Donc le débat sur les valeurs, je crois qu'il faut le charger de beaucoup d'autres choses que ce qu'on y met. Il y a un débat de fond sur les valeurs. Tout à l'heure, vous avez, je crois que c'est toi, Louis, qui a évoqué le fait que le Portugal, la Grèce, l'Espagne avaient connu des régimes autoritaires et finalement n'avaient plus la tentation d'y revenir. C'est tant mieux. Et par contre, en Europe centrale et orientale, c'était un petit peu différent. Mais il y a une grande... Je ne fais pas de schématisme. Oui, bien sûr. Voilà. Mais je pense qu'il y a un gendarme dans le cas du Portugal, de la Grèce et de l'Espagne, c'est l'euro. Et comme l'euro, c'est fondamental pour leur économie, ils ne peuvent pas, entre guillemets, trop dévier sur un certain nombre de problématiques, dont la démocratie. L'autre point, sur les oligarques, alors je suis d'accord avec M. Fuleux, mais comme j'ai mauvais esprit, je dirais qu'en même temps, on le fait déjà, puisque Poroshenko, c'est quand même un oligarque parmi les oligarques, et on fait bien ami avec lui. Dernier point, si tu me permets, Louis, sur la défense antimissile, je suis d'accord avec vous que les deux bases sont des bases OTAN, ça c'est la forme. Mais sur le fond, ces deux bases, où la base opérationnelle en Roumanie est reliée à un centre de commandement sur la base américaine de Ramstein, et là c'est US only. Et je dirais que ces deux bases sont opérées par des officiers et des soldats de l'US Navy, et je pense qu'il y a des endroits au sein de ces bases où ni les gens de l'OTAN ni les Roumains ont accès. Donc c'est OTAN, mais c'est OTAN formellement, mais pas dans la réalité. Sur Minsk 2, il y a des idées qui circulent. L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, ne fera jamais partie de l'OTAN. Puis deuxièmement, pourquoi pas un nouveau référendum à propos de la Crimée, supervisé par l'OSCE, etc., pour demander aux Criméens, je ne sais pas si ça se dit, ce qu'il en est. Est-ce qu'ils veulent revenir dans le giron de l'Ukraine ou est-ce qu'ils veulent rester dans le giron russe? Voilà des choses qui pourraient être proposées. Est-ce que c'est possible? Alors, je repasse la parole à la salle, mais vous pourrez vous répondre, bien sûr. Joseph. Et puis, après lui, si d'autres veulent poser des questions dans la salle, vous le pouvez, même si vous n'êtes pas étudiant. Bonsoir. Monsieur Boyer a évoqué tout à l'heure la difficulté rencontrée par l'Union européenne à construire une vision stratégique européenne commune. Mais moi, je me pose la question, comment est-ce qu'on peut en faire une quand nos États ont des intérêts stratégiques si différents? Par exemple, comment la Lituanie peut avoir une position commune avec la France ou l'Italie sur la Méditerranée? Et de la même manière, comment les États d'Europe occidentale peuvent partager l'inquiétude de certains PECO concernant la Russie. Merci. C'est en effet ce qu'il faut combler. D'autres questions? Oui, je vous en prie, monsieur. Alors, je ne suis stipendié ni par Mélenchon, ni par le président Trump. Je ne suis pas non plus un fermier du Middle West. Mais est-ce qu'il y a depuis l'arrivée du président Trump au pouvoir, une inflexion de la politique américaine, notamment pour des questions financières? Est-ce que les États-Unis vont continuer à financer la sécurité du centre de l'Europe avec des gains qu'ils n'estiment pas forcément très importants pour eux? Merci. D'autres questions? Non. Oui. Qui avait une question? Vous aviez une question? Ah, c'est vous, allez-y. Désolé, je ne vous ai pas vu.
Bonsoir. C'était une question dans le cadre de la politique européenne de voisinage. Le partenariat oriental ne sert-il pas, selon vous, à une difficulté face à la posture des pays qui veulent garder une proximité avec la Russie et ceux qui, au contraire, veulent un rapprochement plus important avec l'Union européenne? Et la Russie n'est-elle pas, du coup, aujourd'hui une sorte de contrôleur, d'arbitre des relations entre l'Union européenne et ces pays? Merci beaucoup. Je vais passer brièvement la parole, s'il veut répondre, à Yves Boyer, et ensuite à Stéphane Full, qui répondra et conclura. Très rapidement sur la question relative à l'administration Trump. Je pense qu'aujourd'hui, cette administration, elle a des combats à mener, elle mène des combats qui sont de nature interne, essentiellement interne. Et donc, d'une certaine façon, les grands objectifs, tels qu'on pouvait les comprendre, de Trump et de ses associés en matière de politique étrangère sont mis un petit peu de côté, d'autant plus que certains de ces objectifs divisent en grande partie les élites américaines. Donc, ceci étant dit, je pense que par ailleurs, et le budget de la défense proposé par l'administration Trump le montre, en matière de défense, il n'y a pas d'arrêt d'effort dans la défense. Et dans cet effort de défense, il y a bien sûr tout ce qui concerne la participation américaine à la sécurité de l'Europe. Et là, je crois qu'il n'y a pas de contestation possible. Les États-Unis continueront à prendre leur part du fardeau. Merci. Stéphane. Si je peux commencer par la dernière question. Quand j'essaye de vous faire connaître mes positions, c'est surtout pour vous dire à quel point c'est difficile, justement, d'arriver à une gestion commune, sachant que vous avez l'Europe occidentale d'un côté et la Russie de l'autre, et que sur ce terrain méni, il est très difficile de gérer les ambitions disparates des différents pays. Alors, ce que j'ai toujours dit, c'est que nous n'avons pas contraint les pays à choisir en faveur de Bruxelles. Par contre, nous avons aidé ces pays lorsque le moment pour eux était venu de prendre une décision, et c'était à eux de la prendre, c'était à nous de les aider à justement atteindre ou créer l'avenir qu'ils voulaient se construire. Et puis il y a une autre chose. Des erreurs, on peut le dire, des erreurs ont été faites de notre côté qui ont eu leurs conséquences. Nous avons accepté, si vous voulez, l'idée qu'il y aurait deux statuts différents, l'accord d'association d'un côté et l'union douanière de l'autre, avec deux statuts différents, et devant cette différence, peut-être que nos partenaires se sentaient obligés, contraints, de choisir l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre plutôt. Et c'est la raison pour laquelle je dis, au lieu de maintenant pleurer sur le fait que des erreurs involontaires ont été commises en contraignant malgré nous les pays à se prononcer dans un sens ou dans un autre, au contraire, il faudrait mettre en place un projet qui permettrait d'éliminer les conséquences de cette erreur. Et ce que j'ai toujours dit, et d'ailleurs j'ai déjà, avec le président Barroso, on avait travaillé là-dessus, j'ai toujours dit que les accords contractuels entre ces deux projets d'intégration européens, donc eurasiatique et européen, ces deux accords, enfin, si on arrivait à les rapprocher, on créerait, disons, pour les pays concernés, une véritable marge de manœuvre, à telle enseigne que ces pays ne seraient pas le couteau sous la gorge, obligés de prendre un parti, et si tant est qu'ils choisissaient un parti plutôt qu'un autre, ils n'en paieraient pas le prix fort. Au contraire, ils seraient en mesure de tirer, de jouer, même sur les deux tableaux, en tout cas de tirer parti de ce que chaque accord, de ce chaque union proposerait de mieux. Et puis, une vision commune, une vision stratégique commune, qu'est-ce qui nous rapproche ?
est-ce qu'on a quelque chose qui nous unit? Il ne faut quand même pas oublier que les problèmes actuels que traverse l'Union européenne, ces problèmes, dans une certaine mesure, sont liés à l'incapacité des... on dit qu'il serait lié à l'incapacité des Lituaniens, par exemple, à comprendre la problématique française de la Méditerranée. Le problème, il n'est pas là. Quand on regarde ce qui s'est passé après l'élargissement de l'Union européenne, et si on voit toutes les décisions qui ont été prises par le Conseil européen, l'une après l'autre, on ne verra pas, par exemple, une ligne de division entre les nouveaux et les anciens pays. Les fractures ne sont pas là s'il y en a. Vous avez au contraire des nouveaux membres qui trouvent des anciens membres parmi les alliés, et inversement. Autrement dit, nous n'avons pas créé un État, par nos divisions, nouveaux pays, anciens pays, créé un État de scission qui a poussé les Anglais à sortir. Ce n'est absolument pas le cas. Et en même temps, nous sommes là pour dire qu'il ne s'agit pas simplement de voir ce que seront les conditions du divorce avec la Grande-Bretagne. Il faut surtout essayer de voir ce qu'ont été les raisons qui ont amené les Britanniques à quitter l'Union européenne, parce qu'il faut comprendre ce que sont les raisons, ce que sont les faiblesses, parce que si les Britanniques sont partis, ça pourrait peut-être donner l'idée à d'autres pays d'en faire de même. Mieux nous comprendrons les raisons qui ont sous-tendu le choix britannique, le mieux nous serons amenés à répondre à ces problèmes et à y trouver des solutions. Et il me semble que dans la rhétorique ambiante, nous tournons autour du problème sans véritablement l'aborder de front. Excusez-moi, je dérive un peu, mais j'ai travaillé à l'OTAN pendant quelques années, et le fait d'avoir une organisation présente dans un pays, il ne faut pas que ce soit ce pays qui le gère. On a un général américain qui était chargé des forces de l'OTAN en Europe, mais ce n'étaient pas des forces américaines ou des forces européennes, c'était les forces de l'OTAN qui respectaient ce qu'on appelle les règles d'engagement. Et ces règles d'engagement, comme on les appelle, ne dépendent pas de la composition de l'équipe, c'est-à-dire de la nationalité des soldats. Ces règles montrent bien qui décide de ce qui se fait. Et ça, c'est la direction qui prend ces décisions, et ces décisions sont prises collectivement par l'OTAN. Je vous remercie. Le doute habite le projet européen face à une Russie qui, elle, tente aussi de surmonter des difficultés, des vulnérabilités de son régime, de son modèle, qui est peut-être moins habité par le doute, mais d'une certaine manière, pour répondre à Yves sur sa formule, la démocratie totalitaire, c'est ça. Je crois que c'est l'honneur de la démocratie, justement, de conserver en permanence ce doute sur elle-même. Je vous remercie.